Lâcher l'affaire. Point 96. Je pose la question. Vous décririez-vous comme quelqu'un qui est dans le contrôle permanent? Avez-vous l'impression de vous accrocher aux choses? Avez-vous même tendance à être un petit peu perfectionniste? Je réponds la première. Oui, oui et oui. Nous, les anxieux, nous nous inquiétons. Nous nous occupons des affaires des autres. Nous prenons les choses à cœur. Et comment? Nous essayons de résoudre, d'arranger, de trouver des solutions. Nous sommes comme ça. Vous êtes d'accord? J'ai dit précédemment que devoir prendre une décision était un facteur majeur de déclenchement de l'anxiété. En creusant un peu, c'est parce que nous sommes persuadés qu'il existe une décision parfaite. Or, il n'existe pas de décision parfaite. Et s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas suffit à faire sombrer n'importe qui dans la panique. On ne trouvera jamais la meilleure solution. L'anxiété se manifeste quand on prend conscience de cela, quand on comprend qu'on n'est pas le capitaine de son navire. Que fait-on dans ce cas? On s'accroche encore plus fort. On cherche encore plus à l'extérieur. On s'active encore plus en cherchant à garder le contrôle. Une fois encore, les Allemands ont un mot pour définir ce magnifique bordel. Ils comprennent vraiment bien les paradoxes complexes de l'anxiété. Verschlimmbessern, c'est un verbe qui dit faire empirer une chose en tentant précisément de l'améliorer. Point 97. Il faut simplement lâcher l'affaire. Point 98. Quand j'étais en sixième, ma professeure d'anglais, Madame Cochran, a donné à la classe pour consigne de trouver des métaphores. Nous avions travaillé sur les analogies la semaine précédente. Comme toujours, j'ai pris mon travail très au sérieux. Il y a une rivière qui coule, ai-je écrit avec une certaine grandiloquence. Telle est la parable logique de la vie, qui fait que les sourcils poussent à l'endroit précis où nous avons besoin qu'ils se trouvent pour protéger nos yeux de la poussière, et que le printemps se déploie pile au moment où l'hiver commence à être insupportable, et grâce à laquelle les gouttes d'eau et le soleil s'unissent pour former des arcs-en-ciel. Tels sont les exemples que j'ai donnés dans mon devoir. Mais je vous épargne la prose torturée en paraphrasant beaucoup. Certains d'entre nous essayent de faire un barrage à l'aide de rondins ou d'autres obstacles, persuadés que la rivière devrait couler autrement, en contrôlant minutieusement leurs proches, en réprimant leur douleur ou en voulant organiser coûte que coûte un dîner qui ne fait plaisir à personne. Les gens annulent sans arrêt, mais on ignore les signes et on continue à trouver de nouvelles dates. Quand nous agissons de cette manière, la pression monte, monte, monte. L'eau, le cours de la vie, s'accumule derrière l'obstacle, déterminée à aller de l'avant, parce que, vous savez quoi? D'une manière ou d'une autre, elle sait où elle va. Elle est nichée au creux de la vallée, dans les trous des rochers, et elle est plus forte que nous, bien plus forte et bien plus sage. La vie finit par l'emporter, et boum. Notre tas de bois savamment disposé explose sous la force du courant. Nos affaires volent dans tous les sens, c'est la catastrophe. Et puis la rivière se remet à couler, comme elle n'aurait jamais dû cesser de le faire si nous n'avions pas décidé d'intervenir. Je termine mon devoir sur les métaphores en conseillant au lecteur, pauvre Madame Cochran, d'essayer d'utiliser les rondins pour construire un joli petit radeau, d'y prendre place et de se laisser porter tranquillement par le courant de la vie. J'ai eu un malheureux B. 25 ans plus tard, Madame Cochran m'a contacté sur Facebook et nous nous sommes retrouvés pour manger des boulettes de viande dans le quartier de Soho à New York, où elle travaille désormais. Je lui ai reparlé de ma note en dessous de la moyenne. J'étais tellement contente à l'époque de mon histoire laborieusement métaphorique. J'ai eu envie d'en discuter avec elle sur le moment.
Mais notre école n'était pas du genre à encourager autant de proactivité et d'interaction. Madame Cochran et moi avons passé la soirée à discuter des synchronicités et du cours de la vie qui nous avait justement permis de nous retrouver ce jour-là. Celui que la Sarah très perfectionniste de 13 ans avait voulu interrompre en contestant sa note. Point 99. Encore le cours des choses. Le lendemain, je lisais Le sang des autres de Simone de Beauvoir chez McNally Jensen, ma librairie préférée à New York, tranquillement. Page 108, nombre mathématique parfait, je trouve cette phrase. Je souhaitais que toute vie humaine fût une pure liberté transparente, et je me rencontrais dans la vie des autres comme une barrière opaque. C'est vrai, plus que tout, nous voulons exister dans un état de liberté pure et fluide. Nous n'avons pas vraiment envie de construire des barrages. Mieux vaut que nous cessions d'intervenir. Mieux vaut lâcher prise. Mieux vaut que nous enlevions nos sales pattes de là, pour nous et pour les autres. De plus, nous n'avons pas envie de tout faire tout seul. J'ai envie de savoir que la vie a la situation en main, que je suis soutenue et que je peux décompresser un peu sur le toit terrasse, buvant un verre avec un petit parasol dedans. Relâchez tout. Mieux vaut comprendre cette histoire de courant de vie. Vous pouvez essayer cet exercice que j'ai appris dans un cours de yoga il y a une dizaine d'années. À la fin du cours, nous nous asseyons en tailleur pour méditer quelques minutes. Au bout de 5 minutes, le professeur nous invitait doucement à pencher le buste par-dessus nos jambes croisées en étirant les bras devant nous et à tout relâcher. Voilà, essayez. Il y a quelque chose quand on se relâche sur le sol qui nous fait vraiment céder. Ce n'est pas une idée nouvelle. La supplication au pied du sublime est universelle. Il n'est pas nécessaire de faire du yoga et de la méditation, même si l'un et l'autre rendent le corps et l'esprit parfaitement réceptifs. Une marche dans un parc et quelques minutes assis au soleil feront tout aussi bien l'affaire. Si vous êtes plein de tension et d'inquiétude, la marche et le fait de se poser un moment peuvent les atténuer un peu. Et quand vous vous pencherez en avant, vous percevrez sans doute une certaine libération. Selon la tradition yogique, la tension émotionnelle est stockée dans les hanches et l'aine. Le fait de se pencher et de se relâcher étire et masse cette zone. Prenez le temps de le ressentir. La position entraîne un abandon. Assis plié en deux, le sang affluent dans la tête et dans le cœur, je prends conscience que le jour va passer, comme il doit le faire, et que je n'ai qu'à me laisser porter dans son sillage. Je prends place dans le radeau. La partie que je préfère est le moment où le prof de yoga nous invite à nous redresser et à emporter ces sensations avec nous pour la journée. Essayez ça aussi. Essayez de garder en vous ces sensations en rentrant chez vous, en préparant le petit déjeuner, en disant au revoir à vos enfants, en vous asseyant pour écrire le premier mail de la journée. Voyez jusqu'où vous parvenez à garder en vous cet abandon. Point 100. À 19 ans, je me suis fait agresser à Nice, alors que j'arrivais sur la côte d'Azur depuis Florence en stop. On m'a pris mon sac à dos, mon passeport, mes papiers, mon argent, ma carte de crédit. Il ne me restait plus que les vêtements que je portais. Un jeans, des boots noirs et un col roulé bleu marine. Et vous savez quoi? C'est l'une des plus belles expériences que j'ai jamais vécues. Après avoir passé une journée sur la plage en sous-vêtements avec des soldats américains qui m'ont offert un McDonald's, j'ai sauté dans un train de nuit pour Paris en première classe. Quitte à me faire choper sans billet, autant voyager dans de bonnes conditions. On m'a arrêté vers minuit,
Je n'avais pas mes papiers et aussi incroyable que cela puisse paraître, le contrôleur m'a cru et m'a dit de me rendormir en me tapotant l'épaule. À Paris, l'ambassade d'Australie exigeait 200 $ pour me délivrer un nouveau passeport. La banque refusait de me donner 200 $ sans passeport. Vous voyez la galère. C'était avant Internet, avant les mails et les téléphones portables. Il m'a fallu 2 semaines pour résoudre le problème, 2 semaines à faire des allers-retours en métro entre la banque et l'ambassade. Pendant 2 semaines, j'étais vagabonde et renégate. Et c'est l'une des rares périodes de ma vie où je n'ai pas été anxieuse. Je sais que cela peut paraître contre-intuitif, car j'étais enfoncée jusqu'au cou dans tout ce qui me faisait flipper. Des nuits où je ne pouvais pas organiser mon sommeil, des repas que je ne pouvais pas prévoir, et la certitude à tous les niveaux. Le soir, je me glissais dans des auberges de jeunesse et prenais n'importe quel lit libre. Je volais à manger dans les supermarchés. Sur les étals, de vieux monsieur me donnaient des pêches et des baguettes quand je passais, percevant sans doute mon état de vulnérabilité. Alors, je dînais de pêche et de baguettes. J'allais m'asseoir au jardin de Luxembourg et je mangeais, heureuse comme jamais. J'errais et je tuais le temps. J'entrais dans des magasins et éprouvais de la légèreté à l'idée de ne pas avoir à décider quel joli t-shirt acheter comme souvenir de mon séjour parisien. Et je ne pouvais pas prendre de photos non plus. Je n'avais aucun contrôle sur rien, aucun pouvoir. J'étais en transit pendant 2 semaines. Mon anxiété n'avait rien à quoi s'accrocher. Les turbulences en avion peuvent produire sur moi la même sensation de légèreté. Je ne suis responsable de rien, je ne peux rien faire. Alors je me cale dans mon fauteuil et profite du voyage. Idem lors des quelques séjours que j'ai faits à l'hôpital pour me faire opérer. J'ai conscience de ne rien pouvoir faire pour améliorer la situation et que mes sales pattes ne peuvent s'agripper à rien. Alors, mon anxiété prend de petites vacances. Dans cet ordre d'idées, des études ont montré que les Britanniques souffrant de troubles névrotiques avant la Seconde Guerre mondiale ont vu leur anxiété diminuer pendant les bombardements. Une étude allemande des années 1950 est arrivée aux mêmes conclusions avec des prisonniers souffrant de mêmes troubles avant leur internement dans les camps de concentration et dont les symptômes se sont atténués pendant la guerre. Comme je l'ai déjà dit plus haut, les urgences nous ramènent au présent et l'anxiété a du mal à exister au présent. L'attention que requiert une contrariété dans la vie nous sort de notre agitation mentale. On ne peut pas à la fois se concentrer sur sa grand-mère mourante ou sur la fausse couche d'une amie et être anxieux. Entre ces deux zones concurrentes de notre cerveau, c'est celle qui gère les événements dans la vraie vie qui l'emporte. J'ai également déjà souligné que notre vieille anxiété était un peu monotage. On ne peut pas être à la fois anxieux et dans le moment présent, ni être anxieux et gérer une vraie peur ou une catastrophe en train de se produire. On ne peut pas non plus être anxieux et marcher en conscience ou respirer profondément. Arrêtons-nous un instant sur cet aspect pour bien l'intégrer. Il n'est pas nécessaire d'y revenir plus en détail, j'imagine. Très bien. Dans ce cas, point 111. Même le fait de se retrouver confronté de force à nos peurs névrotiques sans aucun contrôle peut apaiser l'anxiété. Matt Haig raconte que son agoraphobie s'est atténuée quand il s'est retrouvé obligé de partir à Paris. C'est une coïncidence? Sa petite amie qui a vécu à Calvaire à ses côtés lui avait offert le voyage pour son anniversaire. Il était incapable d'aller acheter du lait à l'épicerie du coin sans faire de crise de panique. Pourtant, être obligé de dépasser le seuil de ses peurs et d'y survivre lui a procuré un certain soulagement. Le meilleur moyen de vaincre un monstre est d'en trouver un qui fasse encore plus peur, écrit-il. J'ai des amis qui ont une petite fille
souffrant de troubles de l'anxiété et de TOC. Quand elle avait 8 ans, ils lui ont dit qu'elle ne serait pas obligée d'aller aux fêtes de ses amis, ce qu'elle redoutait, si elle ne se lavait les dents qu'une fois ce soir-là. Le pacte a fonctionné. Le lendemain, la pauvre petite poulette s'est exclamée et toute excitée: « Maman, tu peux continuer à m'empêcher de faire des choses, s'il te plaît? Continue à ne pas me laisser le choix, demande-t-elle désespérément. Oblige-moi. » Cette histoire me donne toujours des frissons. Cet enfant de 8 ans a réussi à déjouer les étranges machinations de son esprit anxieux, comme sans doute peu de médecins y seraient parvenus. Ma propre expérience va dans le même sens. Un environnement peu familier peut me sortir de l'anxiété dans laquelle je m'enlise, justement parce que ce à quoi je me raccroche, d'habitude, n'est pas apparent ou pas disponible immédiatement. Je dors souvent mieux dans le train ou l'avion que dans un lit. On pourrait s'imaginer que les vibrations, les lumières vives, les ronflements des hommes d'affaires qui ont abusé de whisky offert, ronflements qui font partie des pires déclencheurs de l'anxiété pour moi, me feraient perdre les pédales. Mais c'est un peu comme si tout était si pénible, un monstre qui fait encore plus peur, et si incontrôlable que je n'avais d'autre choix que de prendre les choses comme elles sont. Je crois que cela explique, d'une certaine manière, pourquoi je vis en nomade. Cela me met perpétuellement dans une situation dans laquelle je fais face à des monstres plus effrayants, incontrôlables. La nécessité de m'ajuster et de me débrouiller m'évite de remarquer qu'un robinet goutte 3 appartements plus loin. Et sachant que je serais partie 2 mois plus tard, l'effluve d'après-rasage du voisin à 7 heures du matin ne me fait pas basculer. Je me demande si c'est pour cette raison que beaucoup de célèbres anxieux de l'histoire étaient itinérants. J'ai lu un article du New Yorker consacré à des découvertes scientifiques récentes selon lesquelles les drogues hallucinogènes seraient bénéfiques aux personnes souffrant de TOC. Elles atténuent le mode par défaut du cerveau et interrompent le mode de pensée et de comportement centré sur le contrôle. Il est possible qu'un peu moins d'ordre soit bénéfique à certains cerveaux. Oh là là, en effet. Point 102. Laissez-moi maintenant aborder le mythe de l'équilibre dans la vie. À un moment donné, au cours des décennies précédentes, nos têtes rigides se sont laissées persuader que nous passions à côté de l'équilibre magique entre le temps consacré à nos obligations et le temps de repos. De toute évidence, nos vies étaient totalement détraquées. Nous étions poussés, tirés, et nous ne trouvions jamais le bon ratio. Mais si nous parvenions à l'atteindre, alors nous pourrions régler notre anxiété. Cela vous parle? J'ai cherché cet équilibre dans ma vie pendant un moment. C'est même devenu l'une de mes obsessions. Y avait-il un ratio magique? Qu'en disait la science? Bizarrement, pas du tout ce que je pensais. En substance, la science démontre que l'insatisfaction chez les femmes est corrélée au fait d'avoir plus de choix, ce qui ne vous surprendra probablement pas à ce stade de votre lecture. L'idée de tout avoir, à savoir la carrière, les enfants, l'accès aux rameurs du club de sport, allait de pair avec la pression de devoir tout gérer. Les femmes se sont mises en tête qu'il fallait qu'elles soient capables de tout faire à la fois, dans un équilibre parfait, ce qui n'a engendré que plus de stress et moins de bonheur. Je présume que les hommes ressentent la même chose, mais les recherches n'en parlent pas encore. En réaction à ces découvertes, Marcus Buckingham, le chercheur britannique populaire avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais chez Cosmos,
à adopter un angle de vue différent en examinant, au contraire, ce que les femmes les plus heureuses faisaient de différent. Et il est arrivé à cette conclusion. Elles recherchent le déséquilibre, le désordre, la désorganisation. C'était nouveau et cela m'a fait du bien. Les femmes heureuses, dit-il, ont compris que l'équilibre était impossible à atteindre et que s'efforcer d'y parvenir était une source de stress inutile. Sans rire, comment arrive-t-on au ratio parfait? Chaque fois qu'on prend un engagement, est-ce qu'on réserve le même temps pour prendre un bain ou pour faire une activité manuelle épanouissante avec son fils? Si un projet professionnel ou un conjoint malade nous demande soudain plus de temps, doit-on lever les mains en l'air et dire « Ouh là là, non, ça ne va pas être possible, j'ai des heures de yoga à rattraper ». Marcus Buckingham a découvert au contraire que ces femmes détendues et satisfaites s'orientaient vers des activités et des engagements qu'elles aimaient et qui avaient du sens à leurs yeux, au milieu du chaos, sans attendre que le chaos et les engagements soient sous contrôle. J'adore cette idée. S'orienter. Quand on a des tas de choses à faire, on a envie de dresser une liste et d'essayer de procéder par priorité. Mais on peut aussi choisir d'accueillir ce tout et de s'orienter vers ce qui se révèle bien à ce moment-là. Cela ne requiert pas de lever les mains en l'air, ni de jeter un tas de rondins pour barrer la rivière, non. On s'oriente vers le rondin qui vous convient et on saute dessus. Point 103. Apprendre à lâcher prise est vraiment difficile quand on a été anxieux toute sa vie. Il faut donc apprendre à mettre un peu de pagaille dans sa vie. Dans Opération Bonheur, Gretchen Rubin passe en revue quelques règles plutôt rigides destinées à améliorer sa vie, mais change la consigne. De temps en temps, faites exactement le contraire. George Costanza, dans Seefeld, suggérait la même chose avec son inspirante théorie du contraire. Son idée était que, puisque tout ce qu'il avait fait dans sa vie avait échoué, en faisant l'inverse de ce qu'il faisait d'habitude, il réussirait. Alors, cela fonctionne? Il a séduit instantanément une femme magnifique avec cette réplique « Je suis au chômage et j'habite chez mes parents ». Le philosophe Adya Gurudev donne le même conseil. Faites l'inverse de ce que vous feriez normalement. Pourquoi? Parce que cela injecte de la nouveauté. Et la secousse qu'on reçoit en allant à l'encontre de ses habitudes nous fait regarder les choses autrement. Faire ce genre de choses me crispe parfois. Mais je joue avec, en considérant cela comme une expérience qui anéantit le syndrome du moment parfait, expression inventée par l'une de mes employées quand je travaillais pour des magazines féminins. Le syndrome du moment parfait touche celles qui posent leurs sales pattes sur tout et pensent que la vie devrait se passer d'une certaine manière et selon certains ratios, que les anniversaires sont toujours joyeux, qu'une semaine en Thaïlande doit être relaxante et que le dîner tant attendu avec leur bien-aimé dans un restaurant spécial les rapprochera forcément. Quand on chamboule les choses, on n'a plus ce genre d'attente. C'est tellement imparfait que ça en est parfait. Faites-le au mauvais moment. Quand je me cramponne trop fort, je mange le dîner au petit déjeuner. Ce matin, j'ai mangé de la purée de potiron à l'ail. Parfois, je me fais des sardines grillées avec des lentilles ou des côtelettes d'agneau. Je vais au cinéma le matin à 10 heures, un jour où il fait beau. Je vais faire les courses à minuit. On a l'impression d'être un peu décalé et solitaire, mais c'est aussi beaucoup plus drôle que d'y aller le samedi matin. J'écris après mon couvre-feu de 21 heures par une douce soirée dehors avec un verre de vin parce que c'est le bon moment. Et le lendemain,
je prends ma matinée et vais au yoga à l'heure où je suis censé m'asseoir à mon bureau. Dormez la tête aux pieds. Faites des choses à l'envers. Ça fait aussi du bien. Comme se coucher en posant la tête là où d'habitude on met ses pieds. Ce tout petit changement procure une impression de vacances. Le lendemain matin, tout a l'air différent, neuf et plus léger. J'ai lu récemment que les coachs avaient récupéré ce concept qu'ils appellent déjà vu. C'est regarder les choses à l'inverse de l'habitude. C'est voir ce qu'on voit tout le temps, mais d'une manière différente. Ou, pour parler zen, c'est avoir un œil neuf.